Le 24 septembre 2025, dans la grande salle de l'ONU, le silence s'est figé. Un jeune capitaine burkinabé a plié 12 pages rédigées pour lui, les a glissées dans sa poche et a levé les yeux vers les diplomates. « Avant de me demander des excuses, avez-vous déjà présenté les vôtres à l'Afrique ?» lança Ibrahim Traoré, d'une voix ferme. Ce jour-là, il n'a pas seulement rompu le protocole, il a déclenché une onde de choc qui allait redéfinir ce que signifie parler au nom d'un continent. Durant les 3 heures qui ont suivi, sans notes, sans téléprompteur, Ibrahim Traoré a transformé une allocution diplomatique en procès moral du système financier mondial. Ce qu'il promettait n'était pas la richesse, mais la souveraineté, la possibilité pour un pays africain de dire non sans être puni. Et c'est là que résidait la véritable promesse. Si un homme peut refuser 450 millions de dollars pour conserver la dignité de son peuple, alors chaque nation peut, à son tour, revendiquer sa liberté. Mais cette promesse avait un prix. Dans les heures qui ont suivi, les aides ont été gelées, les médias occidentaux ont titré « populisme militaire » et les chancelleries ont parlé d'un danger pour la stabilité régionale. Les enjeux dépassaient désormais le Burkina Faso. C'était le test d'un principe vieux, comme les empires. Qu'arrive-t-il quand un petit pays ose dire non aux grandes puissances ? La première révélation éclata moins de 5 minutes après le début du discours. « Vous me parlez de discipline budgétaire ? Regardons d'abord où va notre or. » D'un geste, Ibrahim Traoré brandit une pile de documents, des contrats miniers signés entre la France et le Burkina Faso de 1960 à 2020. 47 milliards de dollars d'or extrait, 680 millions reversés au pays. Voilà votre aide au développement ? Non, c'est du vol poli. Oh. Le ton était donné. Il ne demandait pas la charité. Il exposait le déséquilibre structurel du monde. La salle se figea. Les traducteurs interrompirent leurs phrases, incapables de suivre le flot. Pendant ce temps, dans la tribune des observateurs, les délégués du FMI échangeaient des regards nerveux. Chaque mot contredisait un demi-siècle de coopération. Et derrière les chiffres, une idée simple. La souveraineté n'a pas de prix. 3 semaines plus tôt, Paris avait envoyé une lettre de mise en garde. Washington un ultimatum. L'IMF une date limite. Signer avant le 20 septembre ou perdre les fonds. Traoré avait répondu « Vous aurez ma réponse à New York ». Il croyait à une capitulation. Ce fut une insurrection verbale. À la fin de la première heure, tout le monde avait compris. Ce discours n'était pas improvisé. C'était une déclaration d'indépendance prolongée, une rupture avec la logique du « prêt contre obéissance ». Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant africain ne se présentait pas en demandeur, mais en accusateur. Et ce soir-là, à New York, la question n'était plus de savoir si l'Afrique pouvait parler d'une seule voix, mais si le reste du monde avait encore le courage de l'écouter. Avant de devenir un symbole mondial, Ibrahim Traoré n'était qu'un jeune officier de Bobo Dioulasso, partagé entre 2 réalités. La caserne où l'on répétait les manuels français et la brousse où les mineurs creusaient pour des sociétés étrangères. Dans cet écart est née sa colère tranquille. En arrivant au pouvoir, il n'a pas cherché des ennemis, mais une explication. Comment un système présenté comme aide pouvait-il maintenir la dépendance ? Ce n'est pas un héros de propagande, mais un témoin lucide d'une génération qui refuse de s'excuser d'exister. Ses discours n'utilisent ni slogan ni promesses. Ils transforment les chiffres en récits et les bilans économiques en actes de mémoire. Ah, si l'or de notre sol ne profite pas à nos enfants, alors l'indépendance n'est qu'un mot décoratif, répétait-il devant les étudiants de Ouagadougou. L'impact a été immédiat. En 42 heures, le mot-clé Bloodshed No Apology a inondé les réseaux sociaux africains. À Dakar, Accra et Lagos, des jeunes ont diffusé des extraits du discours avec des sous-titres improvisés. Dans les rues,
des fresques sont apparues sans guise à son effigie, entourées des mots dignité et souveraineté. Un chroniqueur ghanéen a écrit « Il n'a pas lu pour convaincre l'Occident, il a parlé pour réveiller l'Afrique ». Alors la question s'est imposée. Si une seule voix peut fissurer 80 ans d'ordre établi, le prochain bouleversement naîtra-t-il du Burkina Faso ou de tous ceux qui, à travers le continent, ont entendu dans sa voix le rappel d'une promesse oubliée? Tout a commencé dans le silence feutré de la salle de l'Assemblée générale, le 24 septembre 2025, à 15h15. Le Burkina Faso avait 15 minutes allouées. Ibrahim Traoré en prit 182. Ce n'était plus un discours, c'était une déflagration. À peine la première phrase prononcée, la tension fut palpable. Avant de me demander des excuses, avez-vous déjà présenté les vôtres à l'Afrique? En moins de 5 minutes, les traducteurs trébuchaient. Les ambassadeurs occidentaux échangeaient des regards crispés. Dans la tribune, certains diplomates africains se redressaient, comme s'ils découvraient qu'il était encore possible de parler autrement. Pendant qu'il évoquait les 47 milliards d'or extraits pour 680 millions rendus, des murmures parcoururent la salle. Le ton ne fléchissait pas. Vous appelez cela de l'aide? J'appelle cela du vol avec le sourire. À la 75e minute, Ibrahim Traoré aborda la question russe. Qui a invité la France au Tchad, les États-Unis au Niger, la Belgique au Congo? Bassaposo. Chaque interrogation résonnait comme un coup de marteau. Les caméras de l'ONU filmaient, mais plusieurs régies télé interrompirent la diffusion. En direct, dans la tribune de presse, des journalistes griffonnaient frénétiquement. 3 fois, des agents du protocole s'approchèrent pour lui rappeler la limite de temps. 3 fois, il les salua d'un geste calme avant de continuer. À mesure que le temps s'étirait, la dynamique se renversait. Les délégations africaines se levaient une à une. Les occidentales quittaient donc la salle. À la 120e minute, 43 pays africains étaient encore présents, debout, silencieux. Lorsqu'il conclut, « Nous ne sommes ni vos enfants, ni vos serviteurs, mais vos égaux », la clameur couvrit les haut-parleurs. 24 heures plus tard, l'Union africaine convoquait une session d'urgence depuis Addis Abeba. Résultat, un manifeste en 12 points exigeant la transparence des aides et la renégociation des contrats miniers. Les marchés réagirent aussitôt. L'or africain grimpa de 3,2%, les actions minières européennes chutèrent de 4,17%. L'effet Traoré était devenu un indicateur économique. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception du pouvoir qui venait de changer. Pour la première fois depuis Bandung en 1955, l'Afrique n'attendait plus la permission d'exister politiquement. Elle s'imposait dans la conversation mondiale. Et derrière cette bascule, une phrase revenait sur les réseaux, les radios, les murs des universités. Il a refusé 450 millions pour acheter la dignité. La chronologie venait d'être réécrite, celle d'un continent qui, par la voix d'un capitaine, avait rappelé au monde que la souveraineté n'est pas négociable. Pour comprendre la portée du moment, il faut juste regarder les chiffres, ceux qu'Ibrahim Traoré a déployés au cœur même de son plaidoyer. Son argumentation reposait sur 3 données clés, chacune illustrant un fossé entre la promesse du développement et la réalité économique. Depuis 1960, le Burkina Faso a emprunté 12 milliards de dollars auprès des institutions internationales. En retour, il en a remboursé 18. Autrement dit, pour $1 prêté, $1,50 a été restitué, sans que la pauvreté recule durablement. Comment pouvez-vous appeler cela une aide quand l'argent revient avec intérêt dans vos propres banques? Demanda Traoré. Ce ratio, 150%, devint la première fissure du récit dominant. Les contrats miniers français de 1960 à 2020 ont généré 47 milliards de dollars d'or extrait, contre seulement 680 millions reversés à l'État. Traoré y vit la preuve d'un échange asymétrique. Chaque gramme exporté enrichissait davantage Ponchi que Ouagadougou.
Les économies africains parlent d'un taux de capture coloniale supérieur à 98%. En comparant avec les normes de partage du Botswana ou du Ghana, le Burkina perdait l'équivalent de 1,2 milliard par an en valeur ajoutée potentielle. Selon l'étude qu'il cita de la Banque africaine de développement, 73% des fonds d'aide publique retournent aux pays donateurs via les sociétés de conseil et de logistique. Pour chaque 100 $ annoncés, seuls 27 restent réellement en Afrique. Traoré résuma. « Vous appelez cela coopération. Moi, je vois une pompe inversée. » Ces données n'étaient pas nouvelles, mais jamais elles n'avaient été brandies avec une telle intensité politique. En les articulant selon une logique simple. Partir du point de départ, mesurer l'écart, révéler la perte. Il imposait un langage d'audit à une tribune habituée au slogan. Pour beaucoup d'Africains, c'était la première fois qu'un dirigeant transformait la comptabilité en arme diplomatique. Les institutions financières réagirent en 48 heures. Le FMI suspendit le crédit de 450 millions. La Banque mondiale publia une note technique évoquant un discours populiste. Mais, paradoxalement, ces ripostes confirmèrent son diagnostic. L'aide conditionnelle reste un instrument de contrôle. Au-delà du Burkina, l'impact se mesura dans les chiffres. 15 pays demandèrent la renégociation de leurs prêts, 8 ouvrirent des enquêtes sur les concessions minières, et 23 gouvernements explorèrent des systèmes de paiement alternatifs à SWIFT. Les chiffres, cette fois, n'étaient plus neutres. Ils traçaient la ligne d'une fracture historique, celle d'un continent qui commence à auditer ceux qui, depuis un siècle, prétendent l'aider. Et dans ce renversement de perspective, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un orateur. Il était devenu l'auditeur moral du monde. Les heures et les jours qui ont suivi le discours furent un test grandeur nature. Les chancelleries occidentales réagirent d'une seule voix, idéaliste, anti-coopératif, dangereux pour la stabilité régionale. Les économistes alignèrent des graphiques, expliquant qu'un petit État enclavé ne pouvait pas se permettre de tourner le dos à ses bailleurs. Mais, pour la première fois, la réponse africaine fut structurée, rationnelle et non émotive. Depuis 10 ans, plus de 60% des projets financés par l'aide internationale restaient inachevés ou suspendus. Les coûts administratifs absorbaient jusqu'à 40% des budgets. Traoré répondit « Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la dépendance. Si l'aide appauvrit, ce n'est plus une aide, c'est une rente pour ceux qui la distribuent. » Il proposa une alternative. Financer localement les infrastructures via des partenariats régionaux et la mutualisation des réserves d'or. Face à l'argument selon lequel la Russie profiterait de cette défiance, sa réponse fut tranchante. Quand la France déploie 5000 soldats au Sahel, vous dites partenariat. Quand la Russie en envoie 500, vous dites ingérence. Le problème n'est pas la présence étrangère, mais le déséquilibre de pouvoir. Ce renversement de cadrage réduisit à néant l'argument du double standard. Concernant la stabilité politique, il rappela qu'en 1960, toutes les constitutions africaines avaient été rédigées à Paris ou à Londres. « Nous ne refusons pas la démocratie, dit-il. Nous refusons qu'elle soit sous-traitée. » Dans les plateaux télé, à Londres comme à Washington, certains analystes commencèrent à admettre « peut-être que le capitaine a un point ». En prenant les critiques à leur plus haut niveau de logique, Traoré les avait absorbés dans son propre récit. Et derrière cette rhétorique maîtrisée, se dessinait une conviction plus profonde, qu'un pays qui apprend à répondre, calmement aux puissants, vient de franchir la première étape vers une souveraineté réelle. 8 mots ont suffi pour rouvrir la plaie. La dignité ne se négocie jamais, messieurs. Cette phrase, placée au centre du discours, a marqué le point de bascule. Jusque-là, Ibrahim Traoré dénonçait le système. À partir de ce moment, il proposa une alternative. Il citait des exemples. Le Mali qui exportait son or sans en fixer le prix. Le Niger dont les champs d'uranium alimentaient les centrales françaises.
Si nous sommes capables de nourrir la planète, pourquoi ne pourrions-nous pas nourrir nos propres enfants? Dans la salle, plusieurs délégations africaines prenaient des notes fébriles. Les mots coopération sud-sud et souveraineté productive circulaient déjà dans les couloirs. D'une révolte morale, le discours devenait feuille de route politique. Ce n'était plus un plaidoyer, c'était une méthode. Et à cet instant précis, le capitaine du Burkina Faso cessait d'être un insurgé. Il devenait stratège. Dans les 48 heures qui suivirent, la terre diplomatique a tremblé. À Addis Abeba, une session d'urgence de l'Union africaine rassembla 12 chefs d'État et 31 ministres. De cette réunion naquit un texte en 12 points, dont le premier stipulait « L'aide conditionnelle porte atteinte à la souveraineté des peuples ». 43 pays la signèrent dans les 24 heures. Les économies de la région, loin de s'effondrer, s'ajustèrent. Les échanges intra-africains augmentèrent de 38%. Les projets agricoles financés localement doublèrent en volume. L'or grimpa de 3,2%. Les bourses africaines restèrent stables, tandis que les actions minières européennes chutèrent de 4,7%. Les analystes y virent un signal. Le continent cessait d'être un simple fournisseur de matières premières pour devenir un acteur de fixation des prix. Les réserves africaines en euros furent réduites et plusieurs banques centrales envisagèrent une diversification vers le yuan et le dinar. Le 28 septembre, l'Union européenne annonça la suspension de 127 millions d'euros d'aide au développement. Le FMI gela la ligne de crédit de 450 millions promise avant le discours. La France lança une campagne médiatique qualifiant Traoré de populiste autoritaire. Mais ces mesures se retournèrent contre leurs initiateurs. Des sondages internes révélèrent que 72% des Africains percevaient désormais les sanctions comme une preuve d'arrogance néocoloniale. Dans les rues de Bamako, d'Abidjan, de Nairobi, on brandissait des pancartes. Pas d'excuses, pas de chaînes. Les universités organisèrent des débats sur l'économie de la dignité. En Europe et en Amérique latine, des intellectuels du Sud global publièrent des tribunes soutenant la démarche burkinabé. L'écho culturel fut immédiat. Chansons, fresques, poèmes, hashtags. Le mouvement Kasha No Apology atteignit 47 pays. Ces réactions formaient une symphonie inattendue. Diplomatique, économique, politique et symbolique. Le coût économique du refus fut réel, mais compensé par un capital moral inédit. Et pour beaucoup, ce moment devint un précédent, celui où l'Afrique cessa de demander des excuses pour sa survie et commença à exiger du respect pour sa souveraineté. Car en choisissant de perdre 450 millions de dollars, Ibrahim Traoré avait rappelé une vérité simple. Parfois, la valeur d'un pays ne se mesure pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il refuse. 6 mois plus tard, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso et, au-delà, pour toute l'Afrique francophone. Le pays pourrait maintenir sa ligne. Les sanctions persistent, mais l'économie intérieure se réorganise. Le PIB ralentit, passant de 5,2% à 2,8%. Tandis que l'inflation atteint 12%. Cependant, la production locale augmente. Les importations de produits alimentaires chutent de 22%, remplacées par les cultures nationales. Le commerce avec le Mali, le Niger et la Guinée progresse de 38%. Résultat, douleur économique, mais survie politique. Le taux d'approbation de Traoré reste supérieur à 4 ans. Une autre possibilité voit 43 États africains coordonner leur politique minière, imposant une règle de 51% de propriété locale. L'Union africaine accélère la zone de libre-échange continentale et crée un mécanisme de fixation des prix des matières premières. Les compagnies occidentales doivent renégocier ou quitter le marché. Les revenus publics augmentent de 200 milliards de dollars par an. La part du dollar dans les échanges chute de 76% à 45%. Conséquence, un basculement historique du centre de gravité économique mondial. Enfin,
Les pressions pourraient s'intensifier. Embargo financier, campagne médiatique, division interne. Les pays voisins seraient poussés à fermer leurs frontières. Une tentative de déstabilisation pourrait viser le régime, avec pour effet une crise de liquidité extrême et une inflation dépassant 40%. Ce scénario mènerait à une épreuve existentielle. La révolution tiendrait-elle encore, portée seulement par la ferveur populaire? La réalité, sans doute, se situera entre la résistance et la percée. Mais dans chacune de ces branches, une constante demeure. Ibrahim Traoré a déplacé le centre du débat. Désormais, la question n'est plus si l'Afrique peut s'émanciper du système, mais comment elle choisira de le faire. Pour mesurer l'impact d'Ibrahim Traoré, il faut écouter les conversations ordinaires. Dans les marchés de Ouagadougou, les taxis de Bamako, les campus d'Abidjan, son nom est devenu un mot de ralliement. Traoré a parlé pour nous, disent chez les vendeuses de légumes. Il a dit ce qu'on n'osait plus dire, répondent les étudiants. La politique est redevenue un sujet de cuisine et de cours d'école. Chez les jeunes urbains, le discours a rallumé la fierté. Les vidéos de son intervention sont étudiées comme des manuels d'éloquence civique. Des collectifs d'étudiants traduisent ces citations en langue locale, pour qu'aucune barrière ne limite le message. Chez les travailleurs et artisans, le geste du refus des 450 millions a trouvé un écho immédiat. Il symbolise l'idée qu'un peuple pauvre peut rester riche de sa dignité. Et chez les femmes rurales, l'histoire d'un capitaine défiant les puissants rappelle la lutte quotidienne pour nourrir et éduquer sans dépendre des aides extérieures. Dans les diasporas, la résonance est encore différente. Conférences à Paris, chants au Brésil, fresques murales à Montréal. Le visage du jeune officier burkinabé s'est transformé en icône d'un Sud global en quête de voix. Ce n'est donc plus seulement une question de politique, mais d'appartenance. Le public, en l'écoutant, s'est découvert acteur. Et dans ce miroir collectif, la figure d'Ibrahim Traoré a cessé d'être celle d'un chef d'État pour devenir celle d'un témoin. Celui qui, en parlant à l'ONU, a redonné à l'Afrique le droit de se parler à elle-même. Dans la dernière partie de son intervention, Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de dénoncer. Il a esquissé un plan, une véritable feuille de route que plusieurs pays africains ont depuis reprise comme base de travail. Chaque État doit publier les chiffres réels de ses exportations minières, énergétiques et agricoles. La transparence devient le socle d'une nouvelle souveraineté. Les budgets destinés aux projets de développement doivent être redirigés vers la production agricole et la transformation locale. Nourrir avant d'importer, une logique simple mais révolutionnaire. Il faut créer des consortiums régionaux entre pays africains, latino-américains et asiatiques pour négocier collectivement les taux d'intérêt, les prix des matières premières et les conditions d'investissement. Une banque du Sud, indépendante du FMI, opérant avec des monnaies régionales indexées sur des actifs réels, or, énergie, terres rares, doit être fondée. Plusieurs nations, Iran, Brésil, Indonésie, ont déjà manifesté leur intérêt. Enfin, les programmes scolaires doivent être réformés pour enseigner l'économie politique du continent, afin que la prochaine génération sache non seulement lire les chiffres, mais aussi comprendre qui les écrit. Ces axes composent ce qu'il appelle la souveraineté mesurable, un cadre où chaque politique se juge sur ses résultats, non sur sa conformité aux attentes extérieures. Et dans cette méthodologie, simple mais radicale, se trouve peut-être la clé. La dignité n'est pas un discours, c'est un indicateur. Quand le silence retomba dans la salle de l'ONU, Ibrahim Traoré replia lentement les 12 pages qu'il n'avait jamais lues. Le geste, presque anodin, devint une image symbole, celle d'un homme préférant le risque à la soumission, la parole libre au texte dicté. Quelques secondes passèrent avant que 43 délégations africaines ne se lèvent pour l'applaudir. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était un serment
collectif. Dans son regard, on percevait la fatigue et la certitude. Il savait que ce moment ne changerait pas tout de suite. Mais il savait aussi qu'il avait ouvert une brèche. Les vidéos de la séance furent bien partagées des millions de fois. Les mots gravés sur les murs, les t-shirts, les chansons. À Ouagadougou, des enfants jouaient à imiter le capitaine. Un micro imaginaire, 12 feuilles pliées, une voix qui ose dire non. Le fil de l'histoire, parfois, se renverse par un simple geste. Et ce jour-là, sur le marbre des Nations Unies, l'Afrique se vit enfin debout, non plus en suppliante, mais en égale. Car le message de Traoré tenait en une seule ligne, claire, définitive. Nous ne demandons plus la permission de respirer. 3 heures, 12 pages refusées, 43 nations debout. Le geste d'Ibrahim Traoré restera dans les manuels d'histoire comme celui d'un homme qui rappela à la planète que la souveraineté n'est pas une faveur, mais un droit. Pourtant, ce moment ne lui appartient plus. Il appartient à tous ceux qui, de Lagos à Lima, de Ouagadougou à Jakarta, sentent que leur avenir ne doit plus se négocier à huis clos. Dans un monde où les décisions économiques façonnent les destins politiques, sa voix a ouvert une brèche, celle d'un dialogue mondial sur la dignité. La question n'est plus « qui osera ?» Elle est devenue « quand suivrez-vous ?» Si ce récit vous a éclairé sur la manière dont un seul discours peut défier 80 ans de dépendance, alors partagez-le, discutez-en, contredisez-le, mais surtout, ne l'oubliez pas. Car le pouvoir du verbe ne s'achève pas dans une salle de l'ONU. Il commence quand chacun de nous décide, à son échelle, de ne plus s'excuser d'être libre.